Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Virage Digital, une émission comme d'habitude retransmise en direct sur viragedigital.fr. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos deux invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et nos deux invités justement sont Marc Nabet, senior manager responsable assurance et protection sociale au sein du cabinet Columbus Consulting, et François Jeanne, journaliste pour IT for Business, qui discuteront avec moi du coup pendant une vingtaine de minutes de la façon dont les assureurs refaçonnent leur activité. Jean de Castet nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous présenter la start-up Fluo, mais tout de suite je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine. Le 6 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté la taxe YouTube. Malgré l'opposition du gouvernement et les récriminations des professionnels, celle-ci concernera les plateformes de diffusion de contenu à la demande, ainsi que les plateformes d'hébergement communautaires. Une taxe de 2% des revenus publicitaires sera à présent appliquée pour les contenus classiques, mais la loi prévoit tout de même un abattement de 66% pour les plateformes hébergeant une part importante de contenus amateurs. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, l'Association des services Internet communautaires a notamment remis en cause la logique de cette taxe, arguant l'impossibilité de calculer l'assiette de la taxe convenablement et arguant également du lien insuffisant entre les plateformes d'hébergement vidéo, dont les sujets sont variés, et les missions de financement du cinéma en France. Deuxième info de la semaine, Amazon a ouvert son premier magasin physique à côté de Seattle. Baptisé Amazon Go, elle révolutionne le concept de distribution et se passe de caisse. Le client peut entrer et sortir du magasin comme il le souhaite, comme vous pouvez le voir sur ces images. Tout se fait à partir du smartphone, de l'identification du client lorsqu'il entre, de l'identification des aliments et ainsi que le paiement. Une technologie totalement nouvelle car pour savoir ce que vous achetez ou non, Amazon utilise un mix de vision par ordinateur, d'agrégation de données envoyées par plusieurs capteurs et de deep learning pour détecter avec précision qui achète quoi. Une expérience aujourd'hui limitée aux seuls employés d'Amazon, mais qui pourrait venir fleurir nos villes très prochainement. Et enfin, dernière info de la semaine, la Halle Freycinet a annoncé sa date d'ouverture et il s'agit du 1er avril 2017. Nommé Station F, le lieu d'innovation parisien financé par Xavier Niel a pour but de regrouper un véritable écosystème complet, selon les dires de Roxane Varza, sous un même toit. 3000 postes sont disponibles pour les startups qui souhaiteraient venir s'implanter aux côtés de Facebook, venteprivée.com, HEC ou encore d'autres. L'ouverture d'avril prochain n'est que la première étape, car en 2018 est également prévue la livraison de 3 tours de logement, comprenant une centaine d'appartements pour les startups, une salle de sport également et d'autres équipements complémentaires. Si la station F vous intéresse, rendez-vous sur stationf.co. Comment les assureurs refaçonnent leur activité? Nous en parlons donc avec François Jeanne, journaliste pour IT for Business. Bonjour François. Bonjour. Et nous en parlons également avec Marc Nabet, donc senior manager responsable assurance et protection sociale au sein du cabinet Columbus Consulting. Bonjour Marc. Bonjour. Alors première question pour vous François, vous avez rédigé le dossier qui concerne également cette thématique pour le journal IT for Business et on voit que beaucoup de choses changent dans le monde de l'assurance. Certains parlent de transformation, d'autres parlent de révolution. Qu'est-ce que vous avez appris vous en rédigeant ce dossier ? Et d'abord, l'assurance accélère assez notablement depuis 3-4 ans. Un mouvement de transformation dont peut-être elle n'était pas coutumière. C'est un univers qui a une image un petit peu de réfléchir avant d'agir, on va dire ça poliment. Néanmoins, c'est quand même un secteur qui, il faut le rappeler, a toujours investi dans le digital. C'est, pour la petite histoire, les premiers mainframes sont arrivés en France dans le secteur de l'assurance, avant même la banque. Bon, ensuite, la banque a repris pas mal d'avance quand même, il faut le dire. Depuis 3-4 ans, on voit vraiment une accélération parce que, notamment, de nouveaux entrants arrivent ou d'autres menacent d'arriver, notamment les GAFA. Et les assureurs se disent que finalement, ils ne sont pas si sûrs que ça de la fidélité de leurs clients. Et donc, sur les 3 grands secteurs, on va dire de l'assurance privée, c'est-à-dire l'assurance auto, l'assurance maison et l'assurance santé, il y a des craintes. Donc là, on réagit à la fois en digitalisant la relation client, mais aussi en réfléchissant à l'offre elle-même. Qu'est-ce qu'on assure, comment on segmente l'offre. Alors on va en parler un petit peu plus en profondeur dans quelques instants, mais d'abord je vais me retourner vers vous, Marc Nabet. Donc Columbus Consulting a consacré une étude à la transformation numérique de l'assurance sur un angle un petit peu différent, puisque c'est la digitalisation au service de l'expérience client. Et alors qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude sur l'expérience client des assurés du coup ? Alors effectivement, c'est une étude que l'on réalise chaque année qui nous permet de voir les évolutions notables ou non dans le secteur de l'assurance.
notamment en regardant 4 axes, donc l'axe plutôt information, transparence quelque part des informations. C'est le premier élément, et là il est clair qu'on apprend vraiment que les assureurs ont fait un effort colossal sur au moins l'information et la transparence des informations, des données. Ça va des actualités réglementaires jusqu'à éventuellement au recueil, y compris des avis qui peuvent être pour certains mis en ligne. Donc transparence vis-à-vis de ce qu'on appelle les clients, des assurés ? Oui, transparence en termes d'informations sur les produits. C'est-à-dire on essaye quand même de simplifier les messages et de les tenir au courant des impacts réglementaires qui peuvent les concerner directement. On parle de la loi Hamon pour l'auto, l'ANI quand c'est les contrats responsables, même si c'est pour l'ANI pour le collectif notamment en santé. Donc on informe régulièrement les citoyens des impacts réglementaires qui peuvent les concerner en termes d'assurance et de protection sociale. Le deuxième axe, c'est bien sûr l'autonomie que l'on propose grâce au digital, tout ce qui peut être réalisé à distance par un assuré. Troisième axe que l'on regarde, c'est l'interactivité. C'est ce qu'on appelle, selon les assureurs, l'omnicanal, le multicanal, la multiproximité. Donc ce parcours client à revisiter et tout ce processus de digitalisation qui doit être réalisé, qui est plus complexe que ce que l'on imagine. Et le quatrième axe, c'est plutôt tout ce qui est innovation, objets connectés, est-ce qu'ils sont mis en avant ou non. Alors on regarde ça d'un point de vue prospect, c'est-à-dire on a regardé sur trois outils, on peut dire digitaux principaux, qui sont l'Internet, le canal Internet, les réseaux sociaux et également le mobile insurance, tout ce qui est appli, etc. Donc on regarde sur ces trois réseaux, on peut dire. Si je comprends bien, François-Jeanne, je vous faisais la distinction entre transformation et révolution. En fait, tout se transforme dans le monde de l'assurance, la façon de la consommer, la façon de gagner de l'argent, enfin le business model même de l'assurance, mais également le rapport du client à cette assurance, c'est-à-dire qu'on parle d'autonomie, on parle d'interactivité. Est-ce qu'on va connaître dans l'assurance, comme dans la banque, l'assureur qui s'assure lui-même, mon assureur c'est moi par exemple ? On n'en est pas encore là, parce que je pense que la connaissance par les assurés de toutes les subtilités de ce qui fait un contrat d'assurance n'est pas aussi forte que ce qu'on peut connaître de son argent, on va dire. C'est pas si simple que ça de s'assurer pour la santé. Bien sûr, on n'a pas envie de payer pour un rhume, mais après tout, on sait tous aussi qu'à un moment donné, on peut être confronté à des maladies plus importantes, et du coup, comment est-ce que je prends ça en compte ? On comprend bien intuitivement qu'il y a des modèles mathématiques assez compliqués derrière, ça c'est vraiment le métier des assureurs. Ce qu'il y a, c'est que la transformation digitale, le big data notamment, va a priori permettre d'aller plus loin dans la segmentation. Et de dire, on peut vraiment être plus pertinent dans l'offre qu'on va faire par exemple à un jeune conducteur. Aujourd'hui, on fait simple avec un jeune conducteur. Il est jeune, donc risqué. Donc risqué, voilà. Demain, avec les voitures connectées, qui nous remontent énormément d'informations, on va savoir en temps réel comment ils se comportent. Donc les assureurs, ils sont en train d'envisager, et certains l'ont fait, de renverser complètement la perspective, de dire, non, on va l'assurer de façon raisonnable, c'est-à-dire assez de moins cher, et en fonction des risques qu'on va voir, on ajustera. Donc vous voyez, c'est un changement de perspective assez fort. De ce point de vue-là, oui, on peut peut-être parler de révolution. Et du coup, du point de vue client, se dire que finalement on sera assuré en fonction de soi-même et plus de manière globale, c'est quelque chose qui, quand on parle d'expérience client, qui est plutôt bien vécu, mal vécu, où on en est encore en phase de test ? Alors c'est un immense débat. C'est un immense débat. Très bien. On a 20 minutes. Très bien. C'est un immense débat, tout simplement parce que c'est la question de la mutualisation du risque. Donc, est-ce que la segmentation est un outil, ou l'hypersegmentation grâce à la donnée et à cette connaissance fine des données? Encore faut-il que l'on maîtrise la donnée elle-même et qu'on l'exploite de façon efficace. Mais outre ce sujet de l'exploitation de la donnée, c'est est-ce qu'on l'utilise uniquement pour connaître son client et lui proposer un petit peu plus de services, y compris personnalisés, ou on va hyper segmenter, y compris en termes d'offres. Et là, on rentre de plein pied dans un mécanisme presque d'épargne qui rentre en contradiction avec le principe de mutualisation et de loi des grands nombres. Donc c'est un immense sujet, parce que c'est vrai que la tendance pendant des années, c'était de proposer beaucoup d'offres, tenant compte des profils différents des assurés. Mais ce que je peux remarquer, c'est que quand on regarde Alan, par exemple, le nouvel assureur qui vient d'avoir un agrément depuis
1986, ça n'existait pas avant, qui s'est concentré sur la santé collective. Eux, ils proposent des produits extrêmement simples, mais entièrement digitalisés. Ensuite, un courtier qui s'appelle MyTP, c'est la même chose. Donc, on n'est plus sur la spécificité client, mais sur la simplicité d'utilisation. Et oui, et c'est là le sujet. C'est que finalement, vous avez des acteurs, et ça vient des États-Unis, comme Lemonade, par exemple, qui fait une politique, y compris en termes de communication, extrêmement agressive vis-à-vis des assureurs traditionnels, en leur disant, voilà, vos produits sont très complexes, c'est devenu incompréhensible, multiples options. Nous, on vous propose des produits très simples, très précis, et ma foi, mais on vous propose une rapidité en termes de règlement de sinistre. En 3 minutes, on vous règle ça. En souscription, c'est en 1 minute grâce à du smartphone. Et il y a une souscription chat online, on peut dire même sur smartphone. Et du coup, voilà, on se retrouve un peu à un carrefour où on ne sait pas trop vers où on va aller. Est-ce que ces business models vont marcher, ou est-ce qu'on va revenir finalement à quelque chose de plus classique dans le modèle traditionnel de l'assurance? Donc on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, où finalement l'assurance se transforme parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui arrivent dessus, ce qu'on peut appeler les assurtech par exemple, qui poussent en fait l'activité elle-même à se transformer. Ouais, 2 remarques. D'abord, dans ce que dit Marc, on voit bien que je peux m'assurer simplement pour des choses simples, mais qu'est-ce qui se passe quand il m'arrive quelque chose de compliqué? Je suis assuré où? Et combien ça me coûte à ce moment-là? Donc ça, c'est quand même, il faut le dire. On a la chance en Europe, pas seulement en France, d'avoir un cadre réglementaire dont certains se plaignent, mais qui permet aussi de développer certaines protections contre ce que moi j'appellerais des dérives, des simplifications à outrance qui laissent des trous dans la couverture dont peuvent bénéficier les gens. Si on pense à la santé, c'est assez classique. Si je suis assuré pour le tout venant, qu'est-ce qui se passe quand il m'arrive vraiment une grosse tuile? Bon. Après, on a clairement des nouveaux acteurs qui arrivent. Il y a une dynamique des assurtech aux États-Unis qui est sans commune mesure avec ce qui se passe en Europe. Et là-bas, aux États-Unis, ce principe de mutualisation du risque, il n'est pas du tout développé de la même façon. On va au plus rentable, etc. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, moi, c'est une remarque qu'on m'a faite, Marc, tu me confirmeras, mais c'est malgré le cadre réglementaire dont tout le monde se plaint, il semblerait qu'en France, on ait des primes d'assurance auto, par exemple, qui sont parmi les plus basses du marché mondial. Donc la mutualisation du risque tel qu'on le pratique dans la vieille Europe n'est pas forcément synonyme de plus cher. Donc elle ne sera pas ubérisée de la même manière, on ne va pas assister à une ubérisation de l'assurance. Loin de moi l'idée de dire que la messe est dite, ni dans un sens ni dans l'autre. On voit bien qu'on est un peu là à la croisée des chemins. C'est pour ça que la réponse à transformation révolution, on va voir. En tout cas, il y a une chose qui revient souvent, c'est la connaissance du client, que ce soit via les objets connectés ou via la data, ce qui finalement revient au même, puisque c'est différents maillons de la même chaîne. Aujourd'hui, est-ce que les assureurs connaissent réellement bien leurs clients, ou est-ce qu'on est encore dans une phase de collecte pour demain proposer de nouvelles offres? Marc, peut-être? Oui, tout à fait. Alors pour répondre, oui, effectivement, la RC auto, c'est aux alentours de 135 €, 140 €, je crois, environ. En France, c'est 3-4 fois plus en Italie. Donc en France, on est vraiment un des plus bas. Ce qui nous renseigne d'ailleurs peut-être sur le côté culturel du risque. Et de comment et de le partager, soyons chauvins du coup. Oui, non. Voilà. Quelque part, on a une culture du risque qui est peut-être différente en France. Par rapport, effectivement, ça pose la question de la donnée, c'est votre question, et de cette connaissance du client. Ça renvoie à la difficulté aussi d'avoir l'information réelle du client par rapport à l'hétérogénéité des systèmes d'information au sein des compagnies. On assiste à une accélération des regroupements, au-delà des mutuelles 45 qui se rapprochent à grande vitesse les unes avec les autres, voire avec d'autres acteurs, mais aussi des acteurs transcode, code de la mutualité, des assurances et code donc de la sécurité sociale, les groupes de protection sociale, donc qui se rapprochent et du coup on arrive avec une hétérogénéité aussi de systèmes d'information qui se complexifie puisqu'on hérite de beaucoup de situations et quelque part après le portefeuille client se retrouve complètement dispersé au sein de tous ces référentiels. Avec plein de petits portefeuilles en fait, qu'il faut ensuite harmoniser. Oui, des données, l'actualisation des données, leur contrôle, qu'est-ce qu'on en fait au niveau des opérationnels selon qu'on appartient au département marketing ou de la DSI, ceux qui paramètrent les contrats, etc. Ça, c'est une donnée qu'on retrouve chez beaucoup d'assureurs. Et du coup, je dirais, c'est pour ça qu'on assiste plus qu'à une révolution spectaculaire qui est, quand on regarde ce qui se passe avec les insurtech, c'est extrêmement impressionnant de voir tout ce qui est en train de se passer, ces partenariats, ces
investissements des assureurs dans les insurtech. Mais il y a une révolution peut-être moins spectaculaire à laquelle on assiste, c'est à l'intérieur cette rationalisation effectivement des systèmes d'information, ces trajectoires et la volonté des assureurs de voir plus clair maintenant sur ce qu'ils appellent une transformation digitale, tenant compte de leur système d'information. En même temps, si je peux me permettre, il faut quand même dire que le monde de l'assurance, Marc a rappelé tous les différents types d'acteurs qui opèrent sur ce marché. Si on prend juste le secteur de la santé, il ne faut pas oublier non plus l'assurance maladie obligatoire, la sécurité sociale. Et un exemple, je trouve assez significatif des objectifs qui divergent, la répression de la fraude. Alors tout le monde dit mais c'est formidable, le big data dans l'assurance, ça va aider à détecter la fraude, donc tout le monde va y gagner bien entendu, sauf les fraudeurs. Sauf que en réalité, par exemple, la fraude aux opticiens, ceux qui peuvent la détecter facilement sont à l'assurance maladie, parce que c'est là que converge le maximum de contrats, puisque tout le monde est remboursé, ne serait-ce que de façon minime, par l'assurance maladie, et ensuite c'est dispatché vers les mutuelles qui payent le plus gros. Sauf que l'information sur la fraude, elle est là, et ceux qui en ont besoin sont là, et pour l'instant, ils se parlent. Donc il n'y a pas de mutualisation encore des différentes informations. Pas du tout. Et pour l'instant, la répression de la fraude à l'ARFA, elle se fait avec Google Street pour vérifier si les opticiens qu'on rembourse ont bien une boutique dans la rue où ils disent avoir une boutique. Voilà. C'est vrai. Alors néanmoins, plus que néanmoins, c'est plutôt pour compléter ce qui vient d'être dit par François, c'est il y a des assureurs qui font un travail là-dessus. Je pense à une start-up qui s'appelle Shift Technology, j'en fais pas la pub, je suis pas actionnaire. Donc, ils ont des concurrents sur la place, donc je m'excuse pour leurs concurrents. Mais Shift Technology travaille par exemple chez les assureurs grâce à des outils de big data pour détecter des fraudes en auto, y compris vis-à-vis des réseaux d'opticiens, etc. Donc il y a aussi ce travail qui est en train d'être réalisé, et je pense que le big data, ce n'est pas qu'un mot creux, valise une réactualisation du data warehouse, etc. Mais pour autant, est-ce que on parle là d'une information généralisée à l'ensemble des assureurs? Parce qu'effectivement, s'il faut faire travailler tous les acteurs ensemble, ça veut dire qu'ensuite tous les acteurs sur le marché ont la même information, et donc du coup ça repense totalement un marché tel qu'il existe aujourd'hui. Ils partagent déjà pas mal de choses, il y a des associations, une très vieille association qui s'appelle le CAPA, c'est ça, qui est en fait une sorte d'association de réflexion autour des systèmes d'information de l'assurance. Là on partage. L'ARFA, c'est la lutte contre la fraude, donc ils sont 300 organismes réunis à l'intérieur. Donc je pense qu'ils ont l'habitude de collaborer. Et donc c'est juste que l'étape d'après, du coup, pour harmoniser encore plus un certain nombre de données, pour justement lutter contre la fraude ou d'autres services de l'assurance. Et justement, c'est là ce dont j'aimerais parler, c'est l'assureur sort un peu de son rôle, entre guillemets. Il propose de nouveaux services, on va voir lesquels ensemble, mais est-ce qu'il a toujours le même rôle au sein de la société, et surtout pour l'assuré? Je ne sais pas si on peut parler de client, mais en tout cas pour l'assuré. Déjà, il ne se contente plus d'assurer aujourd'hui, il peut proposer d'autres services à côté. Oui, complètement. Alors c'est une question que se posent de plus en plus d'assureurs qui se sentent un petit peu menacés par des entrants potentiels, on parle des GAFA, mais il n'y a pas que, par rapport à leur capacité de proposer des services, y compris personnalisés. Et que quelque part, l'idée de l'assureur qui se contente de collecter des primes et de régler des sinistres, quand on ne les accuse pas de ne pas les régler, souvent à tort et des fois à raison, font qu'ils sont obligés de réinventer aussi leur modèle et d'y réfléchir. C'est la question de devenir quelque part un agrégateur de services. C'est ça qui est en jeu. Donc dans un ouvrage collectif que j'ai piloté auprès de dirigeants, on a interrogé une vingtaine de dirigeants, et c'est ce qui ressortait vraiment de cette étude sur l'avenir de la protection sociale, c'est ce changement quelque part de modèle, avec cette vraie volonté de devenir aussi à terme peut-être un agrégateur de services. Et on parle de quel service alors, par exemple, si on prend le secteur de la santé? Alors, ça peut aller de services de prévention des risques, y compris pour l'aide aux aidants, par exemple dans le cadre de contrats collectifs, voire individuels, jusqu'à des choses de prise de rendez-vous en ligne auprès de réseaux de soins, etc., de professionnels de santé. Ça vient des États-Unis, y compris. C'est très multiple. On rencontre le même phénomène finalement là dans le secteur de l'assurance que dans d'autres secteurs, l'hôtellerie ou la banque, c'est-à-dire une immense peur, on peut presque parler de peur panique, d'en être réduit à un rôle d'opérateur, celui qui collecterait les fonds, qui éventuellement gérerait les actifs et réglerait les sinistres.
Et puis pendant ce temps-là, d'autres qui seraient en front avec le client leur vendraient les services les plus intéressants et puis sous-traiteraient à l'assureur cette partie un peu obscure de back-office. Les banques en ont peur aussi avec leurs moyens de paiement. L'hôtellerie, on l'a bien vu avec les sites internet qui vendent les chambres à la place des grandes chaînes d'hôtels. Il y a un endroit, je trouve, qui résume assez bien la situation, c'est la future automobile connectée qui arrive là, hein, on parle de quelques années maintenant, où là on se dit, mais alors il y a les constructeurs qui vont savoir plein de choses, les assureurs qui vont nous coller des boîtiers, qui vont savoir si on freine trop sec ou si on passe trop vite devant une école à l'heure de la sortie des enfants, plus les GAFA qui seront présents un moyen ou un autre, ils seront là. Et voilà. Qui va ramasser l'affaire, sachant que en plus dans cette histoire d'automobile connectée, l'assuré classique qui était le conducteur, il n'existe plus le conducteur. Oui, et c'est la voiture qui conduit toute seule. Qu'est-ce qu'on assurera et qui on assurera, effectivement. Donc là, c'est un champ d'innovation extrêmement vaste. Est-ce qu'on va vers une assurance de type voyageur SNCF ou voyageur du transport aérien avec ce qu'on peut lui proposer comme service autour ? De mise en relation, de réservation de chambre d'hôtel à l'endroit où il doit se rendre le soir, tout est possible. Et je pense qu'il n'y a rien de fermé là. Hein. Alors juste par rapport à la question de l'agrégation de services, ce changement de modèle, se pose néanmoins la question du business model des services, qui n'est pas totalement bien établi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une tête de gondole ou est-ce que derrière, s'il y a un vrai business... Enfin, c'est une vraie rémunération pour l'assureur qui se lance dans un secteur qu'il ne connaît pas forcément. Ce fameux ROI. C'est la question du fameux ROI qui se pose, mais peut-être qu'elle ne se posera plus cette question dans 20-30 ans. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des révolutions qui sont sur le moyen-long terme. Mais c'est vrai, qui paye le service ? Est-ce que c'est le citoyen, l'assuré ? Le problème, c'est qu'on est dans des cas de tension budgétaire, où les gens veulent moins payer quelque part, de moins en moins. Donc il y a des nouveaux services, mais on ne sait pas qui va payer pour. Voilà, est-ce que c'est l'assureur, mais lui aussi il a des contraintes financières, opérationnelles de plus en plus prégnantes. Et est-ce que l'opérateur de service, la société, l'InsurTech, partenaire, etc., va le faire gratuitement ? Certainement pas. Donc on se retrouve avec un peu cette question sensible. En suspens. En suspens, exactement. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir qui est traité dans le dossier IT for Business, c'est la notion de cyberassurance. Parce qu'effectivement, on parle du numérique qui transforme l'assurance, que ce soit l'expérience client ou l'assurance en interne, mais ça ouvre également de nouvelles possibilités parce qu'il y a de nouveaux risques à assurer. Mais alors, qu'est-ce que ça regroupe, la cyberassurance finalement ? Alors, d'abord, effectivement, intuitivement, ça couvre tous les risques de dégradation directe. Donc, j'ai mes ordinateurs qu'il faut que je change. Et puis, ça couvre aussi les pertes de chiffre d'affaires. Si, par exemple, un site de commerce électronique est en rade pendant quelques heures, donc il y a des ventes qui ne se font pas, donc on peut couvrir ça. On couvre aussi le risque d'image, on couvre aussi les frais de remise en état du système d'information. Donc ces assurances couvrent beaucoup de choses. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les entreprises françaises soient extrêmement friandes de ce genre d'offres, même si ça décolle. Et si on regarde dans les autres pays, avec un décalage de quelques mois, peut-être qu'on est face à une vague à venir. Il y a une étude très intéressante, je crois, de Pricewaterhouse, qui va un petit peu plus loin et qui dit que finalement, le cyber-risque qu'on assure aujourd'hui, c'est-à-dire je lutte contre les ransomware, les virus, etc., nous propose peut-être le modèle futur de l'assurance. Parce que finalement, si toutes les entreprises sont digitalisées, si toutes dépendent pour fonctionner, pour gagner de l'argent, pour faire leur business, de l'Internet, etc., elles vont accepter de payer très très cher pour éviter de ne plus pouvoir fonctionner. Et donc c'est peut-être ça le futur de l'assurance. Bon, c'est une théorie, elle est assez séduisante. Et alors vous disiez qu'il fallait regarder sur ce qui se passait en dehors de France pour voir ce qui allait peut-être se passer en France. Ça veut dire que la France est, j'imagine donc pas la première sur cette transformation. C'est quoi les pays moteurs ? C'est les États-Unis ? Oui, clairement. Alors, il y a les États-Unis, l'Afrique du Sud aussi qui est extrêmement intéressante à regarder, avec des assureurs sud-africains qui tirent le marché du tout le continent, mais qui vont s'exporter même au-delà. La Chine est intéressante aussi, on le connaît peu par l'obstacle de la langue, déjà, je sais pas moi. Mais par exemple, ils sont quand même presque leaders maintenant au niveau des objets connectés, et toutes les applications qui sont derrière. Il y a un côté jeu en Chine extrêmement fort, on coupe le jeu avec l'assurance. Donc il faut regarder de ce côté-là. Ensuite, des fois, ça peut être des innovations qui peuvent être
extrêmement étonnantes dans des pays beaucoup plus compliqués encore. Moi, je me rappelle qu'en Haïti, j'ai eu le plaisir d'y travailler avec un assureur, et IC, et en 2000, on a utilisé pour le tremblement de terre Facebook, pour la relation avec les assurés, pour les déclarations de sinistres, etc. C'est quelque chose qui faisait partie du B à bas pour cet assureur à ce niveau-là. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui font partie des outils qu'on peut utiliser en tant qu'assureur pour. Donc, on parlait finalement de l'utilité des GAFA, ça devient des partenaires presque d'un assureur aujourd'hui. C'est une tendance qu'on voit dans notre étude, justement, Columbus, sur le digital, où clairement maintenant ça devient Facebook et Twitter, et avec des community managers qui sont de plus en plus deviennent presque. Ça devient plus important. Est-ce que ça va être l'outil privilégié, ça c'est un autre sujet. Mais de fait, par rapport aux nouvelles générations, moi je pense pas que ça sera mon cas. On les prend en compte. Je ne l'utiliserai pas, mais je vois que même les nouvelles générations utilisent de moins en moins les mails, ils se communiquent entre eux à travers les réseaux sociaux. Disons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Juliette Bron de la Massif qui intervient dans le dossier disait on sait à peu près ce que ça pourrait nous coûter de ne pas y être. Voilà. Par contre, pour ce qui est d'y être, nous ne savons pas encore exactement. Peut-être que les réseaux sociaux vont jouer un rôle aussi dans la transformation du modèle de distribution de l'assurance. Il ne faut pas oublier que quand même nos assureurs en France, ils ont des relais jusque dans les petits chefs-lieux de canton. Je vais essayer de pas être de ne pas céder au parisianisme. Mais donc voilà, et ce sont des personnages très importants localement, ces assureurs qui représentent voilà. Et jusqu'à maintenant, on avait du mal à les équiper aussi bien qu'on pouvait équiper un poste de travail dans une grande agglomération avec des assureurs. Donc ces agents qui sont très importants pour maintenir le lien avec l'assuré, aujourd'hui on les pousse vers les réseaux sociaux. Parce que d'une part, ils vont pouvoir réagir beaucoup plus vite, proposer du contenu, il y a des plateformes pour ça. Exister de manière régulière. Et par ailleurs capter de l'information locale. Parce que s'ils ont des amis locaux, ils vont pouvoir voir que ils ont offert une voiture à leur fils pour son bac. On va leur proposer quelque chose. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est du mobile, et on va en parler tout de suite, enfin de manière un peu plus générale, avec l'application Fluo qui va nous être présentée par Jehan de Castet dans le pitch de la semaine. Nous revoici avec Jehan, donc nous sommes en direct. Bonjour Jehan de Castet. Bonjour. Ouais. Alors vous êtes le fondateur de Fluo, est-ce que vous pouvez nous présenter Fluo, donc cette application Rose Fluo? Très bien, effectivement, donc Fluo, c'est très simple, c'est une application mobile qui a pour en fait principal objectif, et qu'on réalise aujourd'hui, c'est de résoudre le problème que rencontrent tous les consommateurs dès qu'il s'agit d'assurance. Tout simplement, c'est le manque de clarté dans les contrats. C'est comprendre ce qu'on achète une assurance, utiliser les garanties que l'on possède, et qu'on possède déjà à travers différents types de contrats, soit des contrats qu'on achète comme l'habitation, l'auto, l'emprunteur, ou des contrats qui nous sont offerts comme dans les cartes bancaires, et effectivement donc qui permet d'éviter les doublons. Typiquement, si vous partez au ski et que vous avez une carte première, on va vous révéler que vous-même et vos enfants sont déjà couverts, non seulement avec des garanties identiques à celles du carénage, mais avec des garanties même supérieures, et notamment sur le vol et casse des bris de ski de location. Et si vous manquez des garanties ou des plafonds, Fluo va vous proposer uniquement les garanties qui vous manquent. Alors ça m'amuse parce que je suis moi-même utilisateur de l'application. Effectivement, quand on a des contrats de cartes bancaires notamment, c'est toujours très compliqué de savoir où est-ce qu'on est couvert, où est-ce qu'on n'est pas couvert. L'application a eu un tournant il y a à peu près un an, c'est-à-dire qu'au départ c'était informatif. Aujourd'hui, il y a un business model qui est venu s'intégrer derrière. C'est complètement transactionnel en effet, en particulier sur les assurances auto, habitation, santé, emprunteur et bientôt d'autres verticaux qui vont s'ouvrir. Parce qu'effectivement, avec le mobile, on a la capacité d'offrir en fait une bien meilleure expérience aux assurés. Non seulement ils ont effectivement un outil qui leur permet de savoir où ils en sont, qui les aide aussi dès lors qu'il y a un problème, comment se faire rembourser. Donc ça permet effectivement pour les assureurs aussi d'être beaucoup plus efficaces et de générer beaucoup moins de frustration, parce que très vite l'application informe
si oui ou non on est en état d'actionner la garantie. Et enfin, effectivement, l'application permet de comparer des garanties en plus des prix, parce que l'assurance, contrairement à d'autres services, le prix le plus bas peut être le produit le plus cher, et les consommateurs le savent. Et pourquoi est-ce que le prix le plus bas peut être le produit le plus cher? Tout simplement, en fait, en retirant les garanties et en augmentant de façon très significative les franchises. Et donc Fluo, quand on achète une assurance auto, habitation, permet de vérifier qu'effectivement on achète bien des garanties, on achète bien des services, et c'est la bonne qualité de l'assurance qui est proposée. Et donc effectivement, Fluo permet aussi de vérifier que les assurances que l'on possède, que ce soit de l'emprunteur, que ce soit de l'auto, etc., les assurances qu'on a souscrites, correspondent à un besoin et sont au juste prix, en fonction des garanties. Et effectivement, dans 80% des cas, Fluo arrive à trouver des garanties au moins équivalentes, voire meilleures, à des prix largement plus compétitifs. Est-ce qu'on peut parler de courtier 2.0 ou 3.0 ou vous vous positionnez différemment? Alors effectivement, on peut dire que grâce à toutes ces nouvelles technologies qui sont incluses dans Fluo, il est possible d'offrir une qualité de service et une satisfaction cliente même supérieure à celle qu'offrent en fait les courtiers grands comptes, mais à des clients particuliers. Parce qu'effectivement, le client particulier est à même de savoir ce qu'il possède, d'actionner les garanties. Ben voilà, mon avion est en retard, il faut que j'aille à l'hôtel, est-ce que je peux actionner ma carte bancaire? Ben oui, là vous avez 400, 800 euros de frais qui sont pris en charge par votre carte bancaire. Et Fluo va même vous aider lors des démarches et vous conseiller pour vous faire rembourser le plus efficacement possible dès lors que vous en avez besoin. Marc, François, on parlait effectivement de l'évolution de l'assurance. On a un exemple ici avec Fluo de l'assurance sur le mobile directement, un canal dont on a assez peu parlé finalement dans le débat juste avant. Qu'est-ce que ça vous évoque du coup? Marc, peut-être? Alors là, vous posez une question qui est plus générale, c'est l'utilisation du mobile. Donc si je reviens sur l'étude, c'est qu'on voit que le smartphone est plus utilisé par les assureurs actuellement, non pas dans un acte de souscription, mais de vie du contrat. C'est plus la vie du contrat, des avenants, des informations, etc. qui sont proposées. La souscription, c'est encore très faible. Par contre, ce que ça m'évoque, c'est que par contre, la souscription se fait de façon plus importante, on va dire, dans des pays émergents, où il y a énormément de tentatives qui sont lancées. En Afrique de l'Est, au-delà même du Kenya, maintenant, je vois en Afrique du Sud, il y a l'assureur Alliance Africa et d'autres assureurs panafricains qui font des initiatives assez impressionnantes, où ça va jusqu'à l'utilisation du smartphone, où ils ont renégocié avec les autorités de contrôle par rapport aux conditions générales, etc., sur les écrans. Et par rapport à ce que vous faites, oui, je crois qu'il y a une tension budgétaire, on l'a dit, chez les citoyens, et surtout, il y a une fatigue des citoyens vis-à-vis de la complexité de certaines choses, et plus on est dans une société un petit peu de défiance et de fatigué, on va dire, plus on a envie de comparer, on a envie de confiance envers les institutions, et les assureurs en font partie. Donc c'est ça qui est en jeu, je pense. Donc ça rejoint ce que vous parliez, donc ce que vous me disiez tout à l'heure, donc d'informations plus claires pour les assurés. François, vous allez nous donner votre avis sur Fluo. Juste avant, Fluo est présent qu'en France ou dans d'autres pays également? Alors Fluo en B2C est présent qu'en France aujourd'hui, et à partir du mois de janvier, dans notre formule B2B, parce que nous mettons des API à disposition de nos partenaires assureurs, nous allons être présents dans 4 pays européens. François, vous êtes utilisateur de Fluo, peut-être demain? Absolument pas. Absolument pas. Non, mais c'est ça. Très probablement. Non, la réflexion que je me faisais en vous écoutant, je me disais, mais on est dans une société très assurantielle. Finalement, on travaille beaucoup sur la couverture des risques, et peut-être plus encore que sur les risques eux-mêmes. Et donc ce type d'application nourrit finalement ce sentiment que face à n'importe quelle situation où un risque se réalise, je vais avoir une solution de type assurance. C'est juste une réflexion sur l'assurance, effectivement. Marc, qui connaît bien l'histoire de l'assurance, sait qu'on a commencé à assurer les bateaux vénitiens il y a combien maintenant, 500 ou 600 ans, pour des raisons analogues, mais pas avec les mêmes technologies. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie... Alors, pour revenir sur Fluo, derrière l'offre, il y a une aventure entrepreneuriale. Ça a débuté il y a combien de temps? Fluo a débuté la première version de l'application il y a 2 ans. C'est très simple, en fait, moi j'avais créé un comparateur de prix d'assurance que j'ai quitté, que j'ai revendu pour créer Fluo. Pourquoi? Parce que la comparaison de prix en tant que telle ne crée pas suffisamment de valeur
tant pour les assureurs que pour les clients, que le consommateur final. Pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, le prix le plus bas en assurance peut être le produit le plus cher. Pour les assureurs, effectivement, il s'agit de mettre en valeur leur savoir-faire, qui sont les services et les garanties. Et pour le client, c'est non seulement effectivement bénéficier d'un service à très forte valeur ajoutée, où il a un expert à disposition, il y a des réponses à toutes ces questions en assurance, et on l'accompagne dès lors qu'il y a un besoin, qu'il y a un sinistre. Et ça lui permet aussi de savoir ce qu'il achète. Parce que forcément, comme on l'accompagne, on ne va pas le laisser tout seul face à ces assureurs que nous lui avons recommandés quelque part, contrairement aux autres modes de commercialisation d'assurance. Et donc effectivement, il y a une création de valeur beaucoup plus grande. Ça permet effectivement d'avoir un modèle transactionnel sur le mobile et même de l'engagement sur ce modèle transactionnel. Et on le voit, et c'est un petit peu ce que vous dites, c'est que nous, on a des taux d'engagement largement supérieurs aux applications mobiles un peu classiques des assureurs. Ceci dit, c'est un modèle sur lequel nous avons été pionniers, mais nous n'avons pas été les seuls à être pionniers. En tout cas, en France, nous sommes les seuls, mais en Europe, il y a au moins 5 ou 6 entreprises qui sont mises sur un créneau un peu similaire. Alors forcément moins bien que Fluo, mais... Évidemment. Et notamment en fait sur les pays autour de la France, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, il y a eu de très belles levées de fonds qui ont été faites sur les 12 derniers mois, clairement. Et à suivre dans les prochaines semaines. Du coup, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur l'expérience client, je vous invite à lire l'étude menée par Columbus Consulting. Si vous voulez en savoir plus sur la transformation du métier de l'assurance, je vous invite à lire le dossier dans IT for Business. Et si vous voulez en savoir plus sur vos contrats à vous, je vous invite à aller sur l'application Fluo. Et si vous voulez en savoir plus sur la digitalisation des entreprises de manière générale, je vous invite à nous rejoindre mercredi prochain à 18h. Cette fois-ci, nous parlerons de l'industrie du jeu vidéo. En attendant, je vous invite à retrouver le replay de cette émission sur viragedigital.fr, sur IT for Business, sur la chaîne YouTube de Décideur TV, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.